oui. Ouais. Donc, on commence la matière sur le raisonnement géométrique. Le raisonnement géométrique, on utilise entre autres la géométrie, c'est sûr, hein, ça le dit, le raisonnement géométrique. Les principaux domaines qui utilisent cette matière-là, c'est surtout en architecture, en génie, en design. On va se faire un petit rappel des notions que vous avez vues antérieurement à plusieurs niveaux. Dans le fond, les noms des différents triangles. Si j'ai aucun côté isométrique, ici, ça se donne la représentation de ce triangle de ce genre-là. On appelle ça un triangle scalène. Si j'ai deux côtés isométriques, c'est-à-dire que lui ici et celui-là, ils ont la même mesure, on appelle ça un triangle isocèle. Je vais essayer de rapetisser mon crayon. Triangle isocèle. Dans le cas où tous les côtés sont isométriques, on appelle ça un triangle équilatéral. C'est en un seul mot, là. Si j'ai deux angles isométriques, on appelle ça un triangle isoangle. Et dans le cas où tous les angles sont isométriques, ben, ils vont tous être de 60 degrés parce que je fais 180 degrés divisé par 3. Ça me donne 60 degrés. Alors, on appelle ça un triangle équiangle. Si le triangle est isoangle, ben, les côtés qui sont en face de ces angles-là sont nécessairement isométriques. Donc, un triangle isoangle est un triangle isocèle. Même chose pour un triangle équiangle, c'est un triangle équilatéral. On a quelques propriétés des triangles, dans le fond, que vous connaissez déjà. La somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle est de 180 degrés. Je sais aussi que dans un triangle, à des côtés isométriques sont toujours opposés à des angles isométriques, comme je vous ai dit plus haut, et vice-versa. Par conséquent, un triangle qui est isocèle, il est isocèle si et seulement si il est isoangle, et vice-versa. Les propriétés des angles. Ça, c'est des propriétés que vous allez devoir utiliser beaucoup dans ce chapitre-là et que vous devez connaître par cœur. Des angles qu'on dit adjacents. C'est des triangles, pas des triangles, mais des angles dont les côtés extérieurs sont en ligne droite, puis on dit qu'ils sont supplémentaires. Supplémentaires, ça veut dire que lorsqu'on les additionne, ça nous donne 180 degrés. Alors, l'angle numéro 1 ici, plus l'angle numéro 2, me donne 180 degrés, parce que ça forme un angle plat. On dit que des angles sont opposés par le sommet lorsqu'ils sont, dans le fond, formés de deux droites qui se croisent. À ce moment-là, ils sont isométriques également. Alors, j'ai l'angle 1 qui est opposé par le sommet à l'angle 3, ces deux-là sont isométriques. J'ai l'angle 2 qui est isométrique à l'angle 4 parce qu'ils sont formés de deux droites et ils sont opposés par le sommet. Lorsque c'est isométrique, on se rappelle le petit symbole, c'est un symbole d'égalité avec une petite vague au-dessus. Donc, mon angle 2 est isométrique à l'angle 4. Ici, j'ai l'angle 1 qui est isométrique à l'angle 3. Page suivante. Lorsqu'on a deux droites parallèles qui sont coupées par une séquente, pensez au mot sécateur pour couper des branches. Donc, c'est vraiment une droite qui vient couper mes deux droites qui sont parallèles. Donc, ici, ça serait ma droite séquente, celle qui est ici. Et les deux droites parallèles, ça serait ces deux-là ici.
droites parallèles. Ça forme plusieurs types d'angles, puis il y a des propriétés par rapport à ces angles-là. Donc, on se rappelle dans le fond que les angles correspondants, ça correspond en fait à cet angle-là ici. Donc, on va essayer d'utiliser de la couleur pour se retrouver un petit peu. Donc, un angle correspondant sont du même côté de la séquence, mais il y en a un à l'extérieur, puis il y en a un à l'intérieur de nos deux droites parallèles. Donc, ces deux angles-là, ils sont égaux. Ils ont la même valeur. Si je parle d'angle alterne externe, externe veut dire à l'extérieur de mes droites, puis alterne, ça veut dire d'un côté de ma séquence et de l'autre côté de ma séquence. Alors, j'ai cet angle-là ici, et j'ai cette partie-là ici. Qui sont deux angles alternes externes. On peut dire qu'ils ont la même valeur, ils sont isométriques. Même chose. Lorsque je parle d'angles opposés par le sommet, des angles opposés par le sommet, c'est ce qu'on a vu tantôt, c'est ceux-là ici. Ils sont un petit peu décalés, mes mots. Angles opposés par le sommet. Oui. Donc, c'est ceux avec les petites lignes. Les angles opposés par le sommet, il y en a plusieurs, là. Je vous montre un exemple dans le schéma qui est ici. J'ai cet angle-là, puis en face, celui qui est vraiment opposé par le sommet, c'est celui-ci. Et ils sont également isométriques. Donc, même valeur, c'est égal. Si je parle d'angles supplémentaires, les angles supplémentaires, ils devraient être roses. Il y a comme un petit quelque chose de bizarre là. Je vais juste souligner les mots pour être sûr que vous vous retrouvez dans vos couleurs. Je viens de remarquer qu'il y avait un décalage. Donc, alterne externe, puis correspondant, c'est ceux-là ici. Je vais sauter supplémentaire, on va commencer par faire les alternes internes. Alterne interne, donc ça alterne du côté de la séquente, et puis c'est à l'intérieur. Donc les alternes internes, dans ce cas-là, là, ça serait les noirs, pas les angles blancs. Donc ici, là, la partie noire, ça c'est des angles alternes internes. C'est cette partie-là ici. J'ai mis comme un carré de trop, en fait. Je vais le barrer dans vos notes de cours. Voilà. Il reste les angles supplémentaires. C'est ceux qui se trouvent du même côté, dans le fond, à l'intérieur. Donc, celui-là ici, c'est un angle qu'on dit supplémentaire à celui-là ici. Les deux ensemble vous donnent 180 degrés. Voilà. Ça donnerait aussi 180 degrés si on prenait cette partie-là ici avec celle-là. Ce serait des angles également supplémentaires. Dans l'exemple suivant, lorsque ma droite D1 et ma droite D2 sont parallèles, alors les angles alternes internes sont isométriques. Je vais faire cet exemple-là avec vous en classe. On le complétera. Voilà. Page suivante. Les quadrilatères. Un rappel sur différentes propriétés des quadrilatères. Qu'est-ce que c'est qu'un trapèze, etc. Vous les avez également dans le document que je vais vous fournir ou que je vous ai déjà fourni. Est-ce
avec la feuille mauve, avec tous les énoncés sur les quadrilatères concernant les diagonales, les angles, etc. Donc, le trapèze, si on regarde, c'est un quadrilatère. Puis ce quadrilatère-là, qu'est-ce qui le différencie des autres? C'est que nous avons deux côtés seulement qui sont parallèles. Donc, c'est un quadrilatère ayant une paire. Une paire, ça veut dire deux côtés. Une paire de côtés parallèles. C'est ce qu'on a ici. Mon côté AD est parallèle à BC. La particularité d'un parallélogramme, bien lui, en fait, c'est qu'on en a deux paires de côtés qui sont parallèles. J'ai AD qui est ici, qui est parallèle à BC. Donc, ça ici, c'est parallèle ensemble. Puis j'ai AB qui est parallèle à CD. Donc, j'ai deux paires de côtés parallèles, ayant deux paires de côtés parallèles. Un losange. Est-ce que ça a des côtés qui sont parallèles? Oui. Mais la particularité ici, c'est que nos côtés, ils sont tous égaux. Ils ont tous la même mesure, donc sont isométriques. Alors, ce côté-là ici, c'est la même mesure que celle-là et que celle-là. Alors, un losange, on peut dire aussi que c'est un parallélogramme. Parce que ses côtés sont parallèles. Alors, un losange, on peut dire un quadrilatère ou un parallélogramme. Quadrilatère. Ayant quatre angles. Non, je ne prends pas le bon. Quatre côtés, pardon. Quatre côtés. Quatre côtés. Isométriques. Un rectangle, est-ce que c'est un parallélogramme? Ben oui, parce que le rectangle, lui, il y a ce côté-là qui est parallèle à lui, celui-là est parallèle à lui, donc on sait en partant qu'un rectangle, c'est un parallélogramme. Mais qu'est-ce qu'il a de différent? Il est plus précis comme parallélogramme, c'est que lui, il a quatre angles droits. Donc, parallélogramme ayant quatre angles droits. Un carré, est-ce que c'est un parallélogramme? Oui, nos côtés ici sont parallèles. J'ai deux paires de côtés parallèles. Est-ce que c'est un rectangle? Oui, parce que j'ai quatre angles droits. Mais c'est un rectangle plus précis, avec une caractéristique supplémentaire, c'est-à-dire que lui, en plus, il a quatre côtés isométriques. Alors, le carré, il a les mêmes particularités que le rectangle. C'est un quadrilatère, ayant les particularités d'un rectangle, mais ayant en plus quatre côtés isométriques.
ne peux pas juste dire quadrilatère ayant 4 côtés isométriques parce qu'on l'a déjà écrit ça au losange. Il y a 4 côtés isométriques aussi. Donc, c'est important de venir prendre en compte que c'est aussi, il y a même les mêmes particularités que le rectangle. On a le cerf-volant qu'on ne voit pas très, très souvent, mais en fait, le cerf-volant, c'est que lui, il a 2 paires de côtés isométriques. Donc, lui, il est isométrique à celui-là. La particularité du cerf-volant, c'est que c'est un quadrilatère ayant 2 paires de côtés isométriques. Voilà pour la page 5. On va parler des isométries à la page suivante. Les différentes opérations, dans le fond, déplacements ou isométrie, ça s'appelle vraiment des isométries qu'on peut effectuer. Le symbole d'isométrie, c'est un symbole d'égalité avec notre petite vague au-dessus. Puis, la translation, la rotation, la réflexion, c'est des transformations géométriques qu'on appelle des isométries. Puis, ce que ça fait, c'est que ça préserve la mesure des angles et la mesure des segments. Notre forme n'est pas modifiée. Les translations et les rotations de 180 degrés, bien, elles, en plus, ils ont la propriété d'appliquer toute droite sur une droite qui lui est parallèle. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, si on regarde les exemples suivants, bien, cette droite-là ici est parallèle à cette droite-là. Donc, mes côtés demeurent parallèles. J'ai ce côté parallèle qui est parallèle à celui-là ici. Donc, c'est ça que ça voulait dire. Donc, mes côtés sont parallèles. Côté ici, parallèle à celui-là ici. Donc, ça a la propriété d'appliquer toute droite sur une droite qui lui est parallèle. Par contre, ce n'est pas le cas de la réflexion parce qu'on remarque ici que celle-là est un petit peu penchée vers la droite, tandis que celle-là est un peu penchée vers la gauche. On dit que 2 figures sont isométriques. S'il existe une isométrie ou une suite d'isométries, ça veut dire que je pourrais faire une translation, ensuite une rotation, puis refaire une translation. Okay? Cette suite d'isométries-là, dans le fond, c'est comme si c'était une seule isométrie. Puis, si ça fait en sorte que je garde les mêmes angles et les mêmes segments homologues, puis qu'ils gardent leur même mesure, c'est toujours une isométrie. Donc, 2 figures sont isométriques. S'il existe une isométrie ou une suite d'isométries qui applique l'une des figures sur l'autre, dans ce cas, tous les angles et les segments homologues de ces figures ont la même mesure. Un petit rappel de ce que c'est homologue. Homologue, en fait, c'est ceux qui sont correspondants. Okay? C'est sur la même figure, le segment AB est correspondant au segment A'B'. Il est situé au même endroit. Sur la forme ou la figure. Okay? C'est le côté correspondant. Pour l'homothétie, une homothétie, c'est une transformation géométrique aussi, qui est définie par un centre et son rapport d'homothétie K. Vous avez vu en secondaire 3, K1, K2, K3, donc le rapport de grossissement, entre autres. C'est appliqué sur une figure et puis ça va produire une image qui correspond soit à un agrandissement de la figure initiale. Dans ce cas-là, notre rapport de similitude, il va être plus grand qu'un quand c'est un agrandissement. Ça veut dire que si j'ai 2, ça veut dire que j'ai doublé ma figure. Si j'ai 3, c'est parce que je l'ai triplé ma figure. Ça va être une réduction
si mon rapport de similitude se situe entre 0 et 1. Donc, si j'ai 0,5, ça veut dire que j'ai diminué de moitié parce que 0,5, c'est une demi. Donc, j'ai rapetissé de moitié ma figure initiale. Si j'ai une réflexion, à ce moment-là, je vais avoir un K qui va être égal à moins 1. Donc, parce que je m'en vais de l'autre côté de mon axe de symétrie. Vous avez un exemple ici, une homothétie de centre 0 et dont le rapport d'homothétie est de 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai doublé chacune des mesures. Alors, le segment OA', mon segment qui est ici, on va se mettre un peu de couleur pour le retrouver, OA', de O à A', c'est-à-dire cette distance-là. Okay. Sur la distance de O à A, donc je pars de mon centre et je me rends à A, ça va être la même que si je repars de mon O à B' sur O à B. Et c'est la même chose, le rapport va être le même que si je pars de mon centre jusqu'à C' et de mon centre jusqu'à C. Le rapport demeure le même. Et dans ce cas-ci, mes distances, si je fais celle-là divisée par celle-là ici, donc ma grande ici divisée par la mauve, ça me donne 2. Ça va être la même chose si je divise mon grand segment ici divisé par celui-là, OB. Ça va toujours vous donner 2. Donc, dans une homothétie, la figure initiale et son image, les angles homologues sont isométriques. Si on regarde l'image qu'on a ici, j'ai mon angle A qui va être isométrique à l'angle A'. L'angle A est isométrique à l'angle A'. J'ai également que mon angle B ici, il est isométrique à mon angle B'. Donc, l'angle B est isométrique à l'angle B'. Et j'ai l'angle C qui est isométrique à l'angle C'. Homologue, je vous avais dit, c'est situé à la même place. Okay? Les côtés homologues, eux, sont parallèles. Donc, ce côté-là ici est parallèle à lui. Celui-là est parallèle à celui-là. Et même chose pour ces deux côtés-là. Et de longueur proportionnelle. Proportionnelle, ça veut dire, c'est mon rapport ici, mon 2. Okay? Ça veut dire que mon K égale à 2. Je pourrais venir multiplier chacun de mes côtés par 2, puis ça va me donner mon autre côté. Alors, j'aurai la mesure de mon côté A'B', qui est ici, divisé par la mesure de ce côté-là ici, divisé par la mesure de AB, bien, ça va être égal à la mesure de A'C' sur la mesure de AC, la mesure de A'C' sur la mesure de AC, qui va être égale à B'C' divisé par BC. Donc, la mesure de B'C' sur la mesure de BC. Et tout ça, on l'a trouvé plus haut, c'est égal à 2. Page suivante. Les figures semblables. Le symbole pour dire des figures semblables, c'est juste notre petite vague. Deux figures sont semblables. Ça vient toucher notre homothétie de tantôt, en fait. Là. Deux figures sont semblables. S'il existe une isométrie
une homothétie ou une suite d'isométrie ou d'homothétie qui applique l'une des figures sur l'autre. Dans ce cas, tous les angles homologues sont isométriques, les angles demeurent les mêmes, mais les segments homologues sont alors de longueur proportionnelle. C'est vraiment ce qu'on vient de faire, dans le fond, à l'homothétie. Okay? Ça nous donne des figures qui sont semblables. Sachant que deux figures sont semblables, on peut déduire la mesure de certains segments, surtout en utilisant les produits croisés. L'exemple, on veut déterminer la mesure de B'C'. Ce qu'on cherche, c'est cette mesure-là ici, du triangle ci-dessous. Si on vous dit dans l'énoncé que les triangles sont semblables, on ne va pas toujours vous mettre le mot semblable, hein, on va vous mettre la petite vague ici. Donc, j'ai le triangle ABC qui est semblable au triangle A'B'C'. Soit X, la valeur qu'on recherche, qui est ici, mon B'C'. En substituant dans l'équation les valeurs connues des autres côtés du triangle, on obtient une équation qui se trouverait à être, par exemple, je pourrais prendre mon côté 3 sur 5, parce que c'est des côtés qui sont homologues. Donc, 3 sur 5. J'ai pris ce côté-là ici sur lui. Okay. Va être égal, là, moi, c'est le X que je cherche. Comme j'ai mis mon petit triangle en haut, parce que c'est le prime, bien, mon X, il doit aller en haut vis-à-vis le 3. Sur le côté correspondant, ça se trouve être le 6 ici. Puis là, on peut venir faire notre produit croisé. On va obtenir que X est égal à 3,6. Donc, la mesure de B'C' est donc de 3,6 unités. Ici, je sais que le triangle ABC est semblable au triangle DEF. Je dois trouver la mesure de DE. Alors, je dois trouver cette mesure-là ici. Il faut que je regarde les côtés que je connais puis ceux qui sont homologues. Moi, dans ce triangle-là ici, tout ce que j'ai comme mesure que je connais, c'est la mesure du segment DF. Dans le triangle qui est à côté, le côté qui est homologue à DF, bien, c'est pas le BC. Hein? DF, ça se trouve à être notre hypoténuse. Si on utilisait Pythagore, là, on utiliserait notre hypoténuse ici. Bien, l'hypoténuse dans ce triangle-là, c'est mon côté opposé à l'angle droit, mais je ne suis pas certaine. Oui, c'est un angle droit ici. Donc, ici, mon côté homologue, ça serait AC. Alors, il faut que je trouve mon segment AC dans une première étape, parce que je ne la connais pas. Alors, par Pythagore, parce que c'est des triangles rectangles, il manquerait peut-être notre petit symbole ici, hein, de rectangle. Donc, par Pythagore, qu'on connaît, là, C2 égale A2 plus B2. Moi, je peux trouver que la mesure de AC, que je ne connais pas ici, va être égale à la racine carrée de 18 à la 2 plus 24 à la 2. Donc, ça, c'est la formule de Pythagore. Ça me donne la racine de 900. Et donc, ça me donne 30. Ici, je vais venir mettre 30. Là, j'ai mon côté qui est homologue à mon côté DF. Donc, je vais être capable de venir faire mes produits croisés. Puisque le triangle ABC est semblable au triangle DEF, je peux dire que la mesure du segment BC, qui est ici, sur la mesure homologue, du côté homologue, c'est DE. Donc, DE,
va être égal à la mesure du segment AC sur la mesure du segment DF. Puis on vient remplacer les nombres qu'on a. Donc BC, c'est 24 sur la mesure de DE que je cherche va être égal à la mesure de AC, c'est 30 sur la mesure de DF qui est 21. Puis on vient faire notre produit croisé pour trouver que la mesure de DE, c'est 16,8 unités. Donc, ça, c'est le rappel de la matière. L'exemple à la page suivante, je le ferai avec vous en classe.